amis auditeurs, bonsoir. À la barre de cette 29e fréquence Orage d'Acier, Monsieur K, avec autour de moi mes camarades de la rédaction, François Mélier. Bonsoir. Julien Dodéa. Bonsoir. Et deux nouveaux contributeurs ce soir. Hector Burnouf, qui nous a déjà fait le plaisir d'intervenir la dernière émission sur la figure de René Girard, regretté parce qu'il est mort cette année. Paix à son âme. Alors Hector, bonsoir. Bonsoir. Et enfin Xavier Javel, qui est aussi, je crois, un habitué des ondes de Radio Courtoisie. Xavier, bonsoir. Bonsoir. Une émission un peu spéciale ce soir, pas directement politique. On a choisi de vous entretenir de la question, cependant très importante, de l'art dans sa dimension politique, dans ses relations avec le pouvoir, et en particulier, je dirais, avec les dimensions de contrôle des imaginaires. Voilà, quelle est la place de l'art, en particulier de l'art contemporain, dans notre environnement, dans notre monde. Nous voudrions ce soir essayer d'élucider ensemble le sens de l'art contemporain, un peu cryptique, un peu hermétique, en tout cas pour le grand public. Voilà, c'est à tous ces aspects-là qu'on va essayer de s'adresser ce soir. Et je voudrais qu'on commence, messieurs, si vous en êtes d'accord, par donner quelques définitions, donner une définition de ce que pourrait être le périmètre de cet art contemporain. Alors, ce qu'on appelle l'art contemporain, techniquement en histoire de l'art, ça n'a pas vraiment de sens, puisqu'on nomme par courant, et actuellement, il y a quand même beaucoup de courants dans l'art. On a du néo-fauvisme, on a du néo-pop art, etc. Et je pense que ce que les gens appellent l'art contemporain, c'est un art qu'ils trouvent peut-être assez inabordable, ne serait-ce qu'à la fois par rapport au concept, mais aussi économiquement. Donc, je pense que c'est plutôt une définition qui lui colle à la peau et qui n'est pas volontaire, un peu comme les impressionnistes n'ont pas eu leur définition volontaire. On peut dire que c'est une définition en creux, c'est-à-dire que l'art contemporain, finalement, ce serait tout ce qui ne serait pas de l'art académique. L'art classique, ou même l'art, une partie de l'art moderne même, échappe à cet art contemporain, puisque c'est vrai que c'est difficile de donner une date de naissance, déjà. Est-ce que les fauves, par exemple, sont encore les continuateurs de la dernière école, à mon sens, qui faisait sens, justement, qui étaient les impressionnistes? Ou est-ce qu'ils inaugurent quelque chose de tout à fait nouveau? Ou est-ce que c'est juste après les fauves? Est-ce que c'est lorsque Matisse commence à faire les premières abstractions? Voilà, c'est difficile de donner une date de naissance. Duchamp peut-être marquerait la date de naissance de cet art contemporain. Monsieur, pour ce qui est de dater la naissance de cet art, est-ce que vous avez une opinion, François Mélier? Pas particulièrement. Vous parliez tout à l'heure de la définition de l'art contemporain. Moi, je parlerais plutôt d'une définition imagée. Pour moi, l'art contemporain, peut-être d'une façon assez vulgaire, ce serait en fait le vagin de la reine, le Pisse-Christ, etc. Après, conceptuellement, je vois pas ce qu'on peut dire sur l'art contemporain, sinon qu'il est inaccessible, en fait. Oui, on peut dire que, en effet, quand on est confronté à certaines œuvres, on sait qu'on a affaire à de l'art contemporain, avec certitude. Donc une sorte de définition en creux dont je vous disais un mot à l'instant. Hector. Oui, l'art contemporain se définit par ce qu'il n'est pas, puisqu'il se définit justement comme une rupture. Et comme il se définit par une rupture, il se définit comme une absence ou une transgression par rapport aux normes de l'art dit classique. Donc il ne peut pas y avoir d'ontologie de l'art contemporain dans la mesure où il se définit de manière tout à fait négative. Il y a en théologie une théologie apophatique, une théologie de la négation. On va dire de Dieu, il n'est pas ceci, il n'est pas cela. En quelque sorte, on a quand même en creux, une fois de plus, cette définition de l'art contemporain qui serait un art justement non essentiel. Il y aurait déjà un abord qui serait non réaliste au sens d'Aristote et de Platon, c'est-à-dire qu'il y a une répudiation des essences, une répudiation des constantes, une répudiation de la norme et de la règle, et sans doute aussi de la contrainte. Je pense que c'est ça qui définirait, à mon sens, mieux l'art contemporain, c'est l'absence, en fait, de respect de la règle. Une autre absence aussi dans cet art, qui le définit, à mon avis, assez nettement aussi, c'est le refus de la technique. Alors, évidemment, certains pourront toujours trouver des exemples à m'opposer, me montrant telle ou telle œuvre ou donnant le nom de tel ou tel artiste qui maîtrise parfaitement sa technique. Mais on voit quand même qu'au principe de cet art contemporain, il y a une répudiation de ce que Marie-Josée de Bravura, qui est elle-même artiste peintre et sculptrice, appelle
l'œil et la main. L'œil, c'est-à-dire la sensibilité, et la main, c'est-à-dire le métier, la maîtrise de la technique. Évidemment, on nous oppose souvent, lorsqu'on a cette critique un peu savante de l'art contemporain, le contre-exemple de Picasso qui, il est vrai, dessinait comme Michel-Ange alors qu'il était encore un tout jeune homme. Mais je crois quand même que c'est présent dans ce courant de l'art contemporain. Alors, sans avoir réussi à définir vraiment cet art contemporain, sinon un petit peu en creux, on peut parler de sa critique. Mais d'abord, Julien. On peut peut-être dire un dernier mot sur l'art contemporain, c'est que c'est l'art par excellence qui incarne l'esprit du monde moderne. Donc effectivement, l'art du nihilisme, du refus de l'être et également d'une certaine médiocrité. Sans être aussi définitif, Julien, en tout cas, on peut dire en effet qu'il y a une certaine logique de rupture, un peu sur tous les plans. Sur le plan, on l'a dit, de la technique, des contenus, peut-être aussi des lieux. Je veux dire par là qu'il n'y a pas cette recherche qu'avaient les maîtres du grand siècle ou les maîtres de la Renaissance, une recherche finalement d'une inscription de leur art à proprement parler dans les paysages, et en particulier dans les paysages politiques de leur environnement, pas en tout cas de manière assumée. Évidemment, on va y revenir. Chers amis, Xavier, je vous vois faire un nom de la tête, je sais bien à quoi vous pensez. Il y a bien sûr la présence de nombreuses œuvres d'art contemporain, d'ailleurs de manière un peu systématique maintenant autour des grands monuments. On voit bien qu'il y a une logique déjà du ministère de la Culture, au moins depuis Malraux, d'implanter des œuvres d'art moderne, d'art contemporain, dans les hauts lieux de culture. C'est systématique. À Saint-Denis, on va avoir des petites pyramidions, par exemple, sur la place de la Basilique. Ça, c'est un exemple, mais on peut multiplier à l'infini ce genre d'exemple. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un monument du patrimoine national ou historique, on va finalement cannibaliser un petit peu ce patrimoine en lui accolant des œuvres d'art contemporain. Alors là où je suis pas vraiment d'accord sur le terme négatif, c'est-à-dire que au départ on a un monument, oui, donc qui est une œuvre d'art architecturale, sur lequel qui est plus ancien que l'œuvre qu'on va poser actuellement, sauf qu'on ne fait que ajouter une œuvre sur une autre. Mais c'était déjà le cas, par exemple, au château de Versailles, qui a été rajouté au fur et à mesure, petit à petit. Enfin, ça s'est fait roi après roi, le château de Versailles. Et qu'on rajoute certaines choses autour de ces monuments, c'est dans la logique de construction. Donc, qu'on rajoute, par exemple, dans les jardins de Luxembourg, des œuvres éphémères, etc., ou même au château de Versailles, par exemple, le Lafleur Eliasson qui va venir cet été, c'est logique, puisque c'est la place de l'artiste. C'est-à-dire que c'est un lieu d'art dans lequel on expose de l'art, et c'est un lieu de fabrication de l'art où ça a été fait par des artistes, etc. Donc c'est normal qu'un artiste y ait sa place. Enfin, c'est la place naturelle de l'artiste. Je suis tout à fait en désaccord avec vous, cher Xavier. Mais continuons. Donc nous disions définition en creux, c'est la définition minimum à laquelle nous soyons arrivés. Il y a aussi l'aspect de la critique de cet art contemporain. C'est vrai que c'est un art qui est souvent décrié, en particulier à droite. C'est souvent la critique qu'on entend est une critique très vulgaire, c'est-à-dire on comprend rien, c'est moche, c'est très cher et finalement il n'y a pas de public. Et toutes critiques d'ailleurs qui, je le dis en passant, sont toutes à peu près fondées. À quelques exceptions près, bien sûr, on ne peut jamais parler d'une chose aussi vaste que l'art contemporain sans évidemment y trouver des exceptions. Mais c'est vrai que c'est un art qui quand même est souvent considéré comme abscon, élitiste, financiarisé aussi. C'est une des critiques qu'on entend très souvent, qui est une critique d'ailleurs qui a émergé récemment. Cher Xavier, pour votre part, est-ce que vous trouvez cet art généralement, quand vous y êtes confronté, abscon, laid, coûteux, élitiste ou pas du tout? Alors, laid, ça dépend. C'est un critère personnel, la leader, donc je pourrais pas vraiment juger. Par exemple, Fragonard, je trouve ça extrêmement nul par rapport à, je sais pas moi, Picasso. Donc ça, c'est très personnel. Parce qu'on peut-être, ça dépend. C'est vrai qu'il y en a qui brassent un peu de l'air, surtout des artistes qui sont très étatisés, notamment en France. C'est énormément le cas en France, qui sont très abscons. Financiarisés, ça je vous répéterai que ça l'a toujours été. Je prendrai l'exemple des artistes de la Renaissance italienne, qui étaient 10 fois plus financiarisés qu'ils ne le sont aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont une liberté incroyable par rapport à ce qu'ils avaient avant, par rapport à l'argent, par rapport au mécénat, etc. Hector ? Oui, vous parlez de laideur et de beauté pour l'appliquer aux catégories, des catégories esthétiques comme celle de l'art
catégorie de la laideur et de la beauté, comme si c'était des données qui iraient de soi. Mais n'est-ce pas justement la fonction de l'art que de définir ce qui est beau et ce qui ne l'est pas à partir de critères qui lui sont propres? Et à travers ça, on peut se demander si l'art contemporain, comme tout art, d'ailleurs comme c'est le cas en littérature, ne peut pas donner à des éléments qui peuvent apparaître comme très triviaux ou très, très vulgaires ou très grossiers, une dignité justement en les transfigurant et en leur apportant une certaine esthétique. Comme par exemple, je prends le cas de la littérature, aujourd'hui ce que fait Michel Houellebecq avec les poèmes sur le Monoprix par exemple, ou des choses qui peuvent paraître très triviales, très grossières, mais qui par l'art ou par l'esthétique apparaissent comme autre chose que la manière dont on les voit habituellement. Et pour les autres critiques émises habituellement sur l'art contemporain, c'est-à-dire son élitisme, ce caractère abscon, ou très coûteux, ou n'étant finalement qu'un marché financier à prétexte esthétique, qu'en est-il de votre sentiment? Vous souscrivez à une partie de cette critique ou vous trouvez qu'elle est infondée? L'appréciation de l'art est quand même assez élitiste, d'une manière générale. Enfin, disons qu'il peut y avoir plusieurs niveaux de lecture. Une lecture spontanée qui serait de l'ordre de l'émotion, et puis une lecture qui serait d'un second ordre, mais je ne pense pas qu'à quelque époque de l'histoire que ce soit, l'art ait eu que l'appréciation de l'art ait été universellement partagée par tout le monde. Je pense qu'il y a toujours eu plusieurs lectures, toujours eu plusieurs modes de compréhension, et ça ne me paraît pas effectivement être propre à l'art contemporain. Julien, vous vouliez nous parler un petit peu des lieux de pouvoir dans leur relation avec l'art. Oui, j'entends bien ce que vous dites, Xavier, sur les lieux de fabrication, d'exposition de l'art. Mais j'en ai une lecture un peu différente qu'on peut comprendre aussi en termes d'être. C'est-à-dire que le lieu architectural a déjà une plénitude en lui-même et il n'a pas besoin d'avoir ce surajout. D'une part, ça c'est un élément, mais l'élément le plus important, à mon sens, c'est si on prend les choses du point de vue de l'art contemporain, qui lui a justement besoin de ce lieu pour exister, il a besoin de choquer pour être autre chose que lui-même, parce qu'il n'a pas de plénitude en lui-même. Xavier, vous vouliez rebondir aussi sur... Oui, alors je réponds très vite fait à ce que tu viens de dire, mais c'est pas spécialement dérangeant qu'il ait besoin d'exister comme ça. C'est-à-dire que le principe, c'est pas d'atteindre une espèce de perfection. Le principe, c'est d'être fidèle à la théorie qu'on a créée dans cet art. Donc si cet art veut être un art de cour très bourgeois et qu'il le réussit, il a réussi son pari. Si Jeff Koons, il a extrêmement bien réussi son pari, justement, on prenait l'exemple de Versailles tout à l'heure. Jeff Koons à Versailles, c'est la pure logique. Pourquoi? Parce qu'il y a du David, il y a du Jacques-Louis David à Versailles. Versailles, c'est l'art d'État. Jeff Koons, qu'est-ce qu'il fait? Enfin, c'est l'art de cour. Et Jeff Koons, il fait de l'art de cour. Donc, il va placer de l'art de cour dans l'art de cour. Il ne va pas faire plus. Il ne demande pas plus. Il ne demande pas être une espèce de prophète. Il demande juste à faire de l'art de cour et c'est ce qui réussit. Voilà. Donc, ce n'est que de l'art de cour. Ce qui est un terme assez péjoratif et dévalorisant, dans ma bouche en tout cas. C'est ce que revendique ce cher monsieur Jeff Koons, ce monsieur Hearst, ce monsieur Murakami, enfin comme beaucoup. Il revendique l'art de cour, comme le revendiquait David, comme le revendiquait De Vinci, comme l'ont revendiqué énormément d'artistes. Et d'ailleurs, Jeff Koons a déjà parlé là-dessus, je ne sais pas s'il l'a écrit, mais on a écrit pour lui là-dessus. Justement, il s'inspire à 100% des artistes de la Renaissance. Son but, c'est de leur ressembler actuellement. Alors, pour rebondir un peu sur l'ensemble des propos que vous venez de tenir, messieurs, pour ma part, je crois qu'il y a un beau objectif. Il y a un beau objectif, ne serait-ce que parce qu'il y a des proportions qui sont inscrites dans la physique elle-même. Ce sont les lois de la nature, en particulier des nombres. Donc les mathématiques sont une science exacte, et le nombre d'or, la suite de Fibonacci, tous ces chiffres-là, lorsqu'ils sont manipulés, si vous les maniez par les artistes, ils produisent du beau objectif, à telle enseigne que lorsqu'on a présenté une œuvre de Maria Callas, une cantatrice, à une tribu d'Indiens Yanomami qui avaient très très peu de contact ou presque pas de contact avec la civilisation moderne, ils ont été émus par cette œuvre à laquelle ils ne pouvaient rien comprendre, je dirais, du point de vue strictement culturel, puisqu'ils n'avaient pas les codes pour la déchiffrer. En revanche, ils ont été touchés par, je dirais, la perfection formelle, la maîtrise et
plus encore peut-être par l'inspiration je crois que c'est une œuvre de Bach chantée par Maria Callas. Hector. Naturellement, mais c'est-à-dire que vous partez du principe que la mathématique est objective et que ce qu'on appelle les abstractions, ce que Husserl appelait l'ensemble d'idéalités, existe naturellement dans la nature, existe de manière immanente, indépendamment de notre entendement. Ah, ça, c'est très certain, c'est tout à fait ce que je sous-entends. C'est très certain dans votre sous-entendu, mais ça ne l'est pas pour autant de manière réelle, immanente, disons, puisque Galilée et toute la science moderne affirment de manière très claire qu'il y a des proportions naturelles, que le grand livre de la nature est écrit en langage mathématique. C'est une phrase qui apparaît dans Galilée, me semble-t-il. Pour autant, et c'est la réflexion que font beaucoup de critiques, notamment de la science, pas critiques, pas des gens qui combattent la science moderne, ce serait absurde, mais des gens qui combattent la mathématique, qui critiquent, essaient de penser la mathématisation des sciences modernes, et réflexion qu'on peut appliquer d'ailleurs dans l'idéal de proportion dans l'art, que les mathématiques peuvent être autre chose qu'une découverte immanente des vérités du monde. Ce que Husserl appelait les idéalités, ce sont des créations, ce sont des abstractions, justement, par rapport au réel. Et il n'est pas du tout évident que ces abstractions géométriques, ces abstractions arithmétiques rendent compte de manière exacte du réel. Alors, de manière exacte, non. Ce que je cherche là, encore une fois, je voudrais pas être enfermé dans une logique qui n'est pas la mienne. La seule chose que je dis, c'est qu'il y a des proportions qui sont inscrites dans la nature, vous l'avez reconnu bien volontiers, et qu'en réalité, il y a des proportions qui sont inscrites dans la nature. Regardez le corps humain, par exemple, il y a une proportion de chacun des segments du bras humain, par exemple. Pardonnez-moi, mais la table sur laquelle on fait l'émission et les chaises sur lesquelles on est assise, on plaque dessus des idéalités qui sont des idéalités géométriques. Est-ce que cette table ressemble exactement à un cercle? Est-ce que la chaise sur laquelle on est assis a des formes exactes géométriques? Alors voilà, c'est ce que je voulais c'est à ça que je voulais vous répondre. C'est que l'inexactitude, l'imprécision d'une forme ne produit pas sa disharmonie. Il y a, par exemple, dans l'art gothique, des dissymétries très très nettes. Il suffit de regarder la façade de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Pourtant, je dirais que cette disharmonie elle-même contribue à une harmonie générale qui est posée, je dirais, par des proportions, on va dire, englobantes, qui font que tout étant mesuré en coudées, en pouces, etc., produit en fait un ensemble harmonique. D'ailleurs, pour vous donner un exemple, même dans les créations, dans les productions très très contemporaines, dans le design tout à fait moderne, tout à fait de nos jours, on sait que je dirais l'ergonomie, le fait de produire par exemple une chaise, un siège ou une table qui est proportionné à la vie humaine, en vue justement de tel ou tel usage, produit des formes harmonieuses, pour tout dire, des formes belles. Enfin, je dirais que parfois, les architectes témoignent de ce fait que quand ils dessinent un pont, avant même d'avoir fait toutes leurs mesures de répartition des masses, la forme élégante, avec quelques corrections, je dirais, pour correspondre aux obligations légales pour la construction de tels ouvrages, mais le premier jet est souvent le fruit de leur inspiration, et pourtant, ils rencontrent les nécessités du pont. C'est dans ce sens que je veux dire que oui, il y a découverte, élucidation, pénétration dans le mystère du monde. L'art dévoile, en effet, je dirais, la face intérieure des choses. On va discuter de mon propos, hein. Je vous donne la parole tout de suite. Je voudrais juste terminer là-dessus, c'est dire que l'art n'est pas là pour figurer la nature. Il n'est pas là pour la reproduire à l'identique. Il est là pour la styliser. Alors, je pense là aux travaux en particulier de Benjamin Fondane, qui était un grand critique, un important critique de Charles Baudelaire, et qui montre justement dans sa critique littéraire que la logique profonde de tout art qui atteint à l'universel, qui touche, je dirais, au sublime, c'est de rechercher ce qu'il y a caché à l'intérieur des choses, de dévoiler leur mystère profond. Et en ce sens, des arts aussi hiératiques que l'art chinois ou l'art japonais ou le meilleur de l'art occidental du Moyen-Âge jusqu'au tout début de la Renaissance, et parfois aussi des réalisations très contemporaines qui s'attachent à cet objectif je dirais, de dévoilement du mystère du monde, de la création, produit un beau objectif. Voilà, on va pouvoir en discuter. Je vous redonne la parole tout de suite. Mais c'est ce point que je voulais évoquer, c'est qu'il me semble que l'art consiste essentiellement dans ce fait, voilà, de mettre à jour finalement la nature secrète, la beauté secrète du monde, parfois en y cherchant dans des constantes mathématiques ou autres, des lois, je dirais, qui relèvent de la loi de la science esthétique. Hector.
Oui, pourquoi ce dévoilement serait-il nécessairement objectif? Parce que par rapport à l'objectivité, vous postulez déjà une mise à distance du sujet qui aime, du sujet qui ressent une beauté, par rapport à l'objet. Même quand on parle d'objet, les mots sont déjà biaisés, mais par rapport à ce qu'il voit. C'est-à-dire, il peut y avoir de beauté que parce qu'il y a un sujet, parce qu'il y a un sujet pensant, parce qu'il y a un sujet aimant, justement. Et en parlant d'objectivité, en parlant d'objet, vous postulez déjà d'une mise à distance, et donc nécessairement d'une médiation qui serait immédiatement par rapport à l'intellect, justement. Et donc, quelque part, c'est une négation de ce qui peut être enfin, la subjectivité, la liberté, le goût du public. Xavier, je vous redonne la parole tout de suite, je voudrais répondre à Hector. Sur la question, là, vous m'emmenez sur un terrain plus épistémologique, c'est-à-dire sur un terrain plus même de la psychologie de l'observateur d'une œuvre, du contemplateur d'une œuvre. Oui, alors d'abord, sur le plan strictement expérimental, il y a la chose et le sujet. Il y a le sujet et l'objet. Mais pour vous répondre tout à fait, oui, il y a à un moment donné une rencontre. C'est-à-dire que si on fait fi des processus physiologiques, que ce soit l'ouïe ou la vue du spectacle considéré, faisons fi de cela. Si on fait fi de tout, je dirais, du dispositif de contemplation des arts, l'art, justement, produit à un moment donné une rupture de cette distinction dans l'intuition du spectateur, qui produit, je dirais, une union, d'une certaine façon, une union intellectuelle entre celui qui regarde et ceux qui le regardent. Et c'est justement ça, et là, là je pense qu'on en conviendra, là je suis d'accord avec vous, il y a bien évidemment une expérience intime de la beauté, qui elle-même est très subjective au sens que je vais préciser, c'est-à-dire que c'est quand vous parlez tout à l'heure de la subjectivité du goût, bien entendu, chaque œuvre est vécue de manière unique par chaque spectateur. Et donc il n'y a pas évacuation de cette subjectivité dont vous parlez, mais en fait il me semble qu'il y a une sorte de tension, si vous voulez, dans l'expérience esthétique entre une expérience très très subjective, là ça nous renvoie à toute la préoccupation des situationnistes sur justement la promotion de la subjectivité radicale, et en même temps un certain classicisme auquel d'ailleurs eux-mêmes n'étaient pas tout à fait insensibles, puisque sur le plan de la langue, Guy Debord et ses compagnons étaient très exigeants, et je crois qu'ils avaient compris qu'en effet, rien dans ce monde, rien qui mérite en tout cas qu'un homme libre, authentiquement émancipé, qu'ils appelaient de leur vœu, rien ne mérite d'être vécu qui ne relève pas d'une manière ou d'une autre de ces critères du beau qui les préoccupait tant dans la langue et aussi dans les arts. Je rappelle que Guy Debord était un critique très, très acéré sur l'art, et c'est faux. Hein. Juste pour anecdote, par exemple, il rappelait que la sensibilité contemporaine s'était dévoyée à un point tel que plus personne ne pouvait reconnaître un faux grossier, comme l'armée de je ne sais plus quel empereur chinois qui a été trouvée dans les années 60. Vous savez, cette fameuse armée où chaque tête était montée sur des corps, on va dire un petit peu produits de manière un peu industrielle. C'était évidemment un art totalement maoïste. Lui, il l'a reconnu pour ce qu'il était, et parce qu'il avait, je crois, des critères classiques. Alors ce mot est un peu polysémique, mais voilà, c'est cette expérience subjective, je ne la répudie pas, Hector. Xavier. Oui. En fait, là où vous vous trompez, si je me permets, c'est sur 2 points. Le premier, c'est quand vous dites l'art, ça sert à. Je ne reconnais aucun utilitarisme dans l'art. Et le second point, c'est l'intellectualisme dans l'art. C'est-à-dire que moi, je suis assez disciple de Hegel, de ce que disait Hegel sur l'art, donc de la théorie de l'esthétique en général, qui consiste à dire qu'on ne peut pas intellectualiser réellement l'art, on peut le conceptualiser, etc., mais on ne peut pas l'intellectualiser dans le sens où tout n'est qu'une question de ressenti. C'est-à-dire que vous pouvez faire... Un artiste peut produire ce qu'il souhaite, etc., par rapport à ce qu'il ressent, et c'est le ressenti esthétique, le sentiment esthétique, ce que vit la personne par rapport à l'œuvre, qui est important. Donc, s'il n'y a pas un critère de beauté absolue, je ne crois pas vraiment à une beauté absolue, mais ça, c'est un autre débat, dans une œuvre, ce n'est pas grave. Le principal, c'est d'avoir quelque chose d'esthétique, quelque chose de ressenti. Par exemple, quand vous traversez tel pont, etc., qui a été fait par un architecte grandiose, vous ressentez quelque chose d'incroyable sur ce pont, et c'est ça qui va en faire une œuvre d'art. Et voilà.
Alors pour vous répondre sur la question de l'utilité, évidemment c'est une vieille querelle, on se souvient de cet article, je crois que c'est Théophile Gautier qui parlait justement, qui s'insurgeait contre toute forme d'utilitarisme en matière d'art et qui disait que pour ce qui était de l'utilité, 1 kilo de viande et une couverture étaient bien suffisants à la vie courante pour travailler. Non mais d'accord. Pardon ? Une paire de bottes vaut Shakespeare, disait un critique soviétique des années 20. Voilà, donc bien sûr, comprenez-moi bien, c'était évidemment un raccourci quand j'ai parlé tout à l'heure de la fonction de l'art, quand je disais ça sert à, bien sûr, je me corrige, c'est-à-dire que j'entendais par là, c'est une activité humaine en tant que telle qui est extrêmement noble, mais elle-même rentre, je dirais, justement dans une hiérarchie des activités humaines, vous voyez. De la même manière que le corps humain est hiérarchisé, la défécation n'a pas la même dignité que la production musicale, par exemple, qui peut être le fait de la voix humaine. La parole n'a pas la même dignité que la facture de la main, encore qu'on puisse faire des choses merveilleuses avec ses mains. Bien sûr, mais il y a une hiérarchie. Et je crois profondément qu'en fait, le trouble conceptuel dans lequel nous nous trouvons et qui produit ce débat, qui n'en est pas moins intéressant, c'est dû au fait que très largement, en fait, notre culture a abandonné la notion de hiérarchie. Alain Finkielkraut, qui n'est pas exactement un réactionnaire de l'extrême, comme on le fait croire abusivement ici et là, a raison, même dans l'ordre, je dirais, des questions d'éducation de l'école et autres, de rappeler que la culture est profondément, vous le disiez tout à l'heure Hector, d'ailleurs parlant du fait que la réception de l'art a toujours été finalement contrastée entre les élites et le peuple. Non, c'est vrai. Mais je crois que sans réserver l'art à une élite, ce qui est quand même un reproche souvent fait à l'art contemporain, sans réserver l'art à une élite, puisque les formes populaires de l'art étaient souvent des déclinaisons populaires justement des canons de l'art élitaire, il y a malgré tout de la hiérarchie en art. C'est-à-dire qu'il y a des œuvres qui sont plus belles que d'autres, et il y a des œuvres qui sont plus parfaites que d'autres. Et je crois que les œuvres les plus populaires en termes de fréquentation sont aussi souvent les plus belles. C'est bête comme chou. C'est-à-dire que la victoire de Samothrace, par exemple, c'est un chef-d'œuvre mondial parce qu'elle a atteint à un certain sublime. Voilà, c'était un peu le point que je voulais faire. C'est aux auditeurs de se déterminer entre les différents arguments qui ont été évidemment exposés. Nous parlions à l'instant donc de critique de l'art. Il y a malgré tout un aspect important de cet art contemporain, un aspect indéniable qui est son abstraction. Son abstraction, c'est-à-dire on va dire son départ des formes sensibles. Alors, est-ce que là aussi ça date de Kandinsky au moins de Kandinsky? On peut donner une date comme ça, je dirais à titre strictement indicatif. Xavier ? C'est plutôt Matisse, en fait, le père de ça, en fait. Bon, Matisse, très bien. Une certaine conceptualisation, une présence du mot à côté de l'œuvre, souvent. Un commentaire de l'œuvre qui souvent accompagne l'exposition de l'œuvre. Une désincarnation, disiez-vous, Hector, hors micro. Qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu de ces aspects ? Est-ce que c'est une réalité ? Est-ce que c'est un problème ? Hector ? Vous parlez donc de la dématérialisation de l'art. Est-ce que c'est un problème ? Je pense que dès lors qu'on est dans le cadre de l'art, dès lors qu'on est forcément dans un cadre sensible, un art conceptuel, je ne vois pas exactement à quoi ça pourrait ressembler. Même quand Klee fait des bleus, c'est-à-dire des bleus intégraux, on voit bleu, ça plaît pourquoi ? Parce que les gens sentent, paraît-il, le bleu bouger. Voilà. Ça peut paraître étonnant qu'on puisse faire bouger avec un monochrome, mais c'est sensible parce qu'il y a une perception, parce qu'il y a une émotion. Donc, est-ce qu'on peut qualifier un art de purement conceptuel ? Je pense que ça n'a pas de sens. Enfin, ontologiquement, ça n'a pas de sens. Donc, à la limite, une œuvre qui n'aurait de sens que par son commentaire, finalement, atteindrait un peu à la limite de l'exercice, quoi. Ce serait de l'extrapolation. Enfin, vous me passerez le mot qui est pas un peu trivial, mais ça ne peut donner que ce qu'on appelle la masturbation intellectuelle, effectivement. Oui. Et on s'en rend compte tous les jours. Donc, là-dessus. C'est-à-dire que l'art conceptuel n'est pas à opposer je pense, à l'esthétique. C'est-à-dire que ce n'est qu'un mouvement. C'est comme l'art conceptuel, c'est comme l'impressionnisme, c'est comme le classicisme, le néoclassicisme, le futurisme, ce que vous voulez. Donc, le problème du procès qu'on fait à l'art conceptuel, c'est qu'on le fait en tant que procès parce que c'est devenu, entre autres, un académisme. Mais chaque mouvement, beaucoup de mouvements finissent par devenir un académisme, du moins les mouvements qui réussissent à se faire reconnaître. Donc, c'est pas spécialement dérangeant que l'art conceptuel soit à la place à laquelle il est aujourd'hui. Je veux dire, c'est un mouvement. Moi, ça me dérangeait que le classicisme soit académique, et ça me dérange à peu près autant que le conceptualisme soit académique aujourd'hui.
Donc, on va dire le caractère institutionnalisé du monde de l'art vous pose un problème quand même, Xavier. On peut au moins dire ça. Bah, c'est assez brutal le monde de l'art, ouais, c'est qui arrive à marcher sur l'autre, c'est ça tout simplement. Ouais. François. On m'a toujours dit que pour construire, enfin plutôt pour déconstruire, il fallait premièrement apprendre à construire. Est-ce qu'aujourd'hui dans les écoles d'art, on apprend le classicisme, c'est-à-dire est-ce qu'on apprend l'académisme finalement? Donc moi je prends des cours dans deux écoles différentes, donc la Sorbonne et la Grande Chaumière. Donc à la Grande Chaumière j'apprends ce qu'on pourrait appeler l'art du classicisme, donc de David, néoclassicisme pardon. Et tandis qu'à la Sorbonne j'apprends les canons de ce que les gens appellent l'art contemporain. Donc j'apprends à faire des volumes, etc. Donc c'est à chaque école comme ça a toujours été, chaque école se spécialisait en fait. Je pense effectivement que quand on arrive à l'art conceptuel, on est un peu au bout de la machine de l'art contemporain, parce que l'œuvre, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur la question des lieux, l'œuvre ne se suffit plus à elle-même, elle a besoin d'un commentaire. Alors, le commentaire de l'œuvre en lui-même et la conceptualisation de l'œuvre ou d'un mouvement artistique a toute sa légitimité s'il est capable de produire des œuvres, je dirais, indépendantes, qui ont leur propre être. Et Monsieur K, vous parliez tout à l'heure de Kandinsky, qui est un peu un des pères de l'abstraction moderne. J'aime assez ce que fait Kandinsky la plupart du temps, pour voilà, tout avouer aux auditeurs. Et Kandinsky a écrit un ouvrage assez court qui s'appelle « De la spiritualité dans l'art » et dans la peinture en particulier, qui est un ouvrage qui est très intéressant, où il pose effectivement les bases d'un art nouveau, basé justement sur les couleurs, sur la vibration des couleurs, sur voilà, toute une inspiration qui ne s'inspire plus du réel, mais qui peut être une école d'art et donner des choses tout à fait valables. Quand vous dites, Julien, qui ne s'inspire plus du réel, c'est plus exactement qui ne s'inspire plus des figures. Parce qu'en réalité, les couleurs, les formes, points, lignes, plans, pour citer un autre de ses ouvrages, ce sont des choses réelles. Oui, merci de cette précision, Monsieur K. C'est-à-dire qu'on sort de l'art figuratif, on ne peint plus des arbres ou des paysages ou des natures mortes. On se base sur un autre matériau réel qui sont à la fois les couleurs, les formes, les dynamiques, etc. Hector. Est-ce qu'il n'y a pas une ambiguïté fondamentale? Je vous parlais de canon de l'art contemporain, d'académisme dans l'art contemporain. Un art qui se construit dans la rupture, dans la transgression, et qui devient un académisme, qui devient une institution. Ce qu'on constate avec les colonnes de Buren, je ne sais plus qui parlait de dadaïsme d'État, justement. On voit une institutionnalisation d'un art qui est conçu à la base comme une transgression. C'est très nettement la subvention de la subversion. C'est-à-dire que c'est très nettement de l'art subventionné, c'est très nettement un art institutionnel et très nettement aussi un art idéologique. Mais on va y revenir. Xavier. Alors là, je vais me permettre à nouveau de rentrer en léger désaccord. Déjà, petite parenthèse, s'il y a des gens comme Jack Lang et comme Malraux qui ont été au poste où ils ont été, c'est tout simplement parce qu'ils étaient au bon endroit au bon moment, parce qu'ils ont eu la bonne opinion, etc. Donc, à la base, ce sont des gens qui sont déjà intéressés par l'art, qui ont le poste qu'ils ont eu. Donc je pense que quand on a l'Opéra de Paris, le plafond qui a été fait par Chagall, c'est pas pour dire on va dégueulasser le plafond de l'Opéra de Paris, c'est pour dire je vais mettre un copain artiste avec qui j'étais dans la galère, je vais lui permettre de se faire connaître. C'est très très simple, hein, c'est très simpliste. Je pense pas que ces gens-là ont une vision extrêmement politique. Je pense que Malraux n'y connaissait rien à la politique. Je pense que Jack Lang n'y connaît absolument rien à la politique en fait. Donc là, le reproche que vous leur feriez plutôt, c'est le copinage, qui est aussi un reproche qui est souvent fait au milieu de l'art contemporain, qui est en gros de se faire, d'aider les copains. En particulier, je sais, pour avoir vu un peu les chiffres, que les FRAC, les Fronts Régionaux d'Art Contemporain, fonctionnent beaucoup, on va dire, au réseau, et que là, c'est quasiment, on va dire, c'est presque une œuvre sociale de l'État, c'est des fonds qui sont là pour faire, en gros, bouffer les artistes en difficulté en fin de mois, et que souvent, c'est vrai, le critère de décision de qui sera encouragé, qui sera subventionné, c'est souvent, c'est vrai, disons les bonnes relations qu'ils peuvent entretenir avec tel ou tel décideur, finalement, celui qui tient le chéquier. Là aussi, je vois, moi, un très grave problème dans, je dirais, la qualité de cet art qui, comme le disait Julien à l'instant, beaucoup de cet art a du mal à trouver son autonomie, à trouver son public, à générer son économie.
Et je crois que c'est entre autres du fait que ce qui est proposé ne correspond finalement au goût de la propre personne. Xavier. Alors, générer son économie, je pense que là-dessus, ils n'ont aucun problème. Et je pense que le milieu de l'art, l'art est extrêmement riche aujourd'hui. Ne serait-ce qu'il faut voir Gagosian, Pinault, etc. Justement, moi, je mettrais au défi le monde entier de l'art contemporain, en France au moins, de survivre sans subvention. On va s'amuser. Allez-y, Xavier, je vous en prie. Terminé. En France, c'est assez spécial. L'art, aujourd'hui, le lieu de l'art, c'est New York. Et New York, ils n'ont pas besoin de subventions. L'art, en France, l'art, on est plutôt nul en art. On baisse, Paris, ça baisse, etc. Donc, l'exemple à prendre, c'est vraiment New York. Et ils s'en foutent des subventions, ils n'en ont pas besoin. Je veux dire, quand Jeff Koons vend une œuvre 16 millions d'euros et qu'elle se revend 28 millions d'euros, je pense qu'il en vend en moyenne à 3 millions d'euros, il n'a pas besoin de subvention. Et la subvention serait ridicule à côté. On va y revenir, Julien. Oui, vous avez un peu extrapolé mes propos parce que je m'en étais tenu à l'autonomie de l'œuvre en elle-même qui aurait besoin d'un commentaire. Sans parler d'un éventuel marché de l'art qui est bien réel. Oui, non, quand je parlais d'autonomie, évidemment, j'extrapolais tout à fait votre propos. Je crois que c'est un problème général. C'est-à-dire qu'il y a un manque d'autonomie. A du mal à trouver son autonomie à la fois dans sa production, à mon avis, et aussi dans son économie, malgré ce que vous dites, Xavier, que j'entends très bien. Mais il faut savoir un peu comment fonctionne le marché. Je renvoie les auditeurs que cela intéresse, qui voudraient avoir accès à une critique savante de l'art contemporain. J'ai cité tout à l'heure Marie-Josée de Bravura. Je vous renverrai là l'article qu'avait publié Aude de Kéros dans la revue Le Débat, qui n'est pas exactement une feuille anti-moderne, et dans lequel elle faisait justement un article très profond de critique du système de l'art contemporain, en particulier dans ses aspects financiers, et la manière dont les galeristes, les collectionneurs et aussi les institutionnels de l'art, c'est-à-dire les grands sites type Musée du Louvre, Musée Beaubourg, Versailles, etc., rentrent en fait dans un circuit de valorisation de l'œuvre. Alors bien sûr, Koons s'est vendu à 16 millions, puis à 28 millions, très bien, mais vous noterez que c'est entre autres dû au fait, me semble-t-il, on en a déjà parlé, mais je voudrais juste faire ce point, c'est dû au fait entre autres de la mise en place de ce circuit de valorisation des œuvres d'art entre galeries et institutionnels et ensuite collectionneurs qui se connaissent et qui se financent là aussi sur d'autres thématiques comme la thématique politique. Vous avez cité le nom de M. Pinault. Je pense que M. Pinault n'est pas entièrement désintéressé de l'actualité politique française. François. On parlait tout à l'heure de valorisation, j'ai entendu ces mots-là dans la bouche de Xavier et dans la vôtre, Monsieur K. Mais est-ce qu'on ne confond pas ici le terme valeur et richesse? Effectivement, l'art contemporain produit, il y a une valeur. On parlait de 28 millions, 13 millions, on parle de millions d'euros. Mais pour autant, la richesse, qu'est-ce qu'il en restera demain et après-demain? Aujourd'hui, voilà un tableau d'un maître, on pense à Picasso ou Michel-Ange, etc. Disons qu'il a une certaine valeur, mais c'est une richesse, puisque c'est un patrimoine. Est-ce que demain, Jeff Koons ou d'autres feront partie du patrimoine et seront, est-ce qu'ils traverseront les siècles? Xavier. Alors ça, c'est très intéressant justement parce que Jeff Koons aujourd'hui est un artiste mondialisé. Donc comment rentrer dans un patrimoine qui n'a presque rien en commun? C'est-à-dire que, on peut par exemple avoir actuellement pour Soulage. Soulage, je pense qu'il va rentrer dans le patrimoine français. Mais Jeff Koons, il va rentrer dans quel patrimoine? Étant donné qu'il vient d'aucune culture, on sait d'où il vient, mais il produit pour le monde, il produit pour le système mondialisé. Donc je pense qu'il va avoir du mal à s'enraciner, à moins qu'il réussisse. Julien. Poser une question qui est juste, François, c'est-à-dire que là, quand on parle de marché de l'art, on part en termes totalement économiques. Et donc on peut effectivement se demander si en fait le marché de l'art n'est pas une gigantesque bulle entretenue par les différents acteurs. Pour avoir un peu une partie de réponse, en tout cas, je vous renvoie donc à cet article de Aude de Kéros, paru dans Le Débat, je crois que c'était dans l'année 2006, de mémoire. Est-ce que finalement, la conceptualisation de l'abstraction, c'est pas aussi la maladie du monde moderne? C'est-à-dire que l'individu aujourd'hui se subjectivise. L'individu cherche à avoir des droits. Donc en fait, aujourd'hui, l'art résonne en termes d'individu. L'individu ressent ça, les couleurs bougent, etc. Mais objectivement, que se passe-t-il? Rien, c'est du bleu. Après, vous aviez une réponse? Juste pour conclure, l'art a toujours été le miroir de son époque. Nous avons parlé un petit peu des aspects de l'abstraction, de la conceptualisation et de la désincarnation de cet art. Nous avons fait quelques digressions depuis.
Nous avons déjà abordé un petit peu ce sujet, mais je voudrais qu'on y revienne sur les relations entre art et pouvoir. J'ai parlé tout à l'heure, quand on parlait des fracs, des relations entre les artistes et les pouvoirs publics, sur les aspects là, financiers, mais là, je voudrais plus qu'on aborde uniquement leurs relations, je dirais, dans l'ordre artistique. Alors, sur ces relations entre art et pouvoir, Hector, un commentaire ? Oui, effectivement, vous parlez du droit à l'art, mais Murray évoquait également le droit à être artiste. On considère aujourd'hui que les intermittents du spectacle, une sorte de mouvement, n'importe qui fait n'importe quoi, et réclame une subvention, et en conséquence se proclame lui-même artiste. Mais pour Murray, cela va plus loin, ce que tu fais tout à l'heure justement, sur le copinage, sur les influences, etc. Murray dit qu'en fait c'est significatif. Et je pense que fondamentalement c'est significatif. On ne peut pas invoquer la simple contingence historique ou l'idée de réseau qui, de manière purement contingente, influencerait l'art. Ça dit quelque chose de l'évolution de notre histoire, et même de l'évolution de l'art. C'est-à-dire que ce droit à être artiste, cette universalisation du goût de l'art et de la capacité d'être artiste, dit en fait quelque chose de l'épuisement des possibilités de l'art que révèle notamment la vacuité de l'art contemporain. Alors Xavier, sur art et politique. Oui, donc en fait, ce qu'on reproche souvent justement à l'art, c'est... En fait, déjà, il faut différencier l'art et politique, c'est-à-dire qu'on a l'art d'État et l'art libéral. Donc, ce qui dérange en réalité le plus les conservateurs, c'est en réalité l'art libéral, qui ne fréquente presque jamais l'État. Hirst, Kunz, Warhol, Basquiat, etc. C'est des artistes libéraux qui s'en foutent pas mal de l'État et qui n'ont, je pense, jamais eu besoin de l'État. Les artistes d'État, c'est des gens plus comme, qui s'appellent les Old French Artists, donc Soulages, Michel Haas, etc. César. Je pense que les gens qui justement font une critique en disant « Ah, mais c'est horrible, c'est de l'art d'État », n'ont certainement jamais vu Soulages, n'ont jamais vu Michel Alberola, etc. Et je pense que ces artistes-là sont beaucoup plus intéressants que, par exemple, Kunz qui fait du pop art, et voilà. Pour ma part, sur ces relations entre art et pouvoir, je vois un immense problème, puisque l'art doit, pour garder une certaine qualité de message, enfin de contenu, de qualité parfois même simplement de réalisation, se tenir très très loin de la politique après les expériences désastreuses du XXe siècle. C'est-à-dire que je pense qu'on ne peut pas comparer la situation sous Louis XIV, qui était on va dire un mécène, et lui-même un artiste de très haut vol, puisqu'il était sans doute le meilleur danseur de son siècle, avec la situation contemporaine. Même si, bien sûr, il y avait un contenu délibérément politique dans le travail de Louis XIV et des artistes dont il s'est entouré, pour n'en citer que quelques-uns, Molière, Corneille, Racine, Le Nôtre pour les jardins, Levaux pour l'architecture, et quantité d'autres. Parfois même Lully, évidemment, pour la musique. On sait qu'il corrigeait parfois certaines œuvres de sa main. Il y avait un regard finalement très présent du politique sur les chefs-d'œuvre du grand siècle. Et c'est évidemment pas innocent, pour citer Saint-Just, pour le détourner un petit peu. On ne gouverne pas innocemment, bien sûr. Mais cela dit, cette situation de mécénat, même très sourcilleux, est une situation qui n'est pas comparable, c'est pas qu'une différence de degré, c'est véritablement une différence de nature avec la tentative finalement de politisation de la vie tout entière qu'ont constitué les expériences totalitaires au XXe siècle. Et de ce fait, même si là aussi il y a eu de très belles réalisations d'œuvres soviétiques, fascistes, donc de ce point de vue-là, on ne peut pas dire qu'il y ait un privilège de la beauté réservée aux gens de bien, non. Oui, ne critiquez pas, s'il vous plaît, Monsieur K, nos amis du Neue Slowenische Kunst et du Cosa Nostra Club. Voilà, donc le NSK, qui est cette école d'art néo-totalitaire libérale, pour le coup, puisqu'ils ne sont subventionnés par aucun État, sinon cette république fictive de l'art slovène. Au cœur du système, évidemment, de cet art slovène, vous retrouvez bien sûr le groupe Laibar, que vous connaissez, chers amis auditeurs. Donc, pour revenir à mon propos, je vous disais, il y a des relations très problématiques entre politique et art à compter du moment des expériences totalitaires. Voilà, ça c'est la première remarque que je ferai. La deuxième, c'est que nous ne sommes pas dans une situation véritablement totalitaire, au sens où même si nos libertés se réduisent comme peau de chagrin, et que le projet vers lequel on voit bien les sociétés humaines s'acheminent, y ressemble diablement. Malgré tout, il y a une liberté formelle quand même qui est conservée, et il n'y a pas de commissariat politique derrière chaque peintre subventionné par les FRAC ou autres. Bien sûr, il ne faut pas confondre, il ne faut pas tout confondre. La confusion ajoute seulement
au malheur du monde, comme disait Albert Camus. Donc, mais cela dit, il y a malgré tout une entreprise, me semble-t-il, de nature spirituelle, de contrôle des âmes, ou en tout cas de fournir un certain type d'aliments à l'âme humaine par le biais de l'art officiel. Tout cet art dont on parle en début d'émission, c'est-à-dire cet art qui souvent vient s'adosser à des réalisations du monde passé, cet art, c'est ce 1% qui est consacré, je crois, par toutes les institutions à l'encouragement de la présence de l'art dans les lieux publics. Je pense aux universités, aux hôpitaux, toutes ces je ne me trompe pas, Hector, il y a bien un budget, je crois, alloué par tous les, on va dire les corps parapublics à l'encouragement de la présence de l'art dans la sphère publique. Mais cet art, qui devrait être un art qui répond à certaines aspirations du public, très souvent répond plutôt aux critères de l'art contemporain. Et donc il est très élitiste, très abscon et souvent très laid. Hector? Alors, les heures, certes, mais tout dépend du niveau de lecture et du temps dans lequel cet art intervient. C'est-à-dire que vous pouvez parler du réalisme socialiste, de l'art stalinien, de l'art fasciste, effectivement. Il y a un côté ridicule, il y a un côté assez grotesque, mais quelques décennies plus tard, on peut apprécier cet art pour justement les raisons pour lesquelles on peut le critiquer. Et c'est là où on peut voir justement la dignité que peut acquérir le kitsch dans l'art. L'art fasciste, l'art communiste, c'est fondamentalement kitsch. Ça peut apparaître très ridicule, effectivement. Mais si on le prend à un niveau de lecture, un second degré, voire troisième degré, je ne sais pas quel niveau de degré il faudra atteindre pour apprécier cet art, on peut y voir des formes, une vérité qui est expliquée par cet art, si bien sûr on ne le prend pas au sérieux dans un cadre de propagande, évidemment. Mais en tout cas, l'art totalitaire en lui-même peut être tout à fait plaisant. Oui. Oui, c'est bien certain. Mais tout le problème, c'est que ces gens étaient très sérieux. D'ailleurs, pour se faire un peu une idée des relations... C'est parce qu'ils étaient sérieux qu'il ne faut pas les prendre au sérieux, justement. Et c'est leur sérieux qui fait l'ironie de cet art, justement. Ça dépend quel niveau de lecture on a par rapport à cet art. J'ai bien compris, mais pour se faire une idée, en tout cas, des relations qu'entretenait le pouvoir avec l'art dans les républiques socialistes soviétiques, là, dans une république purement socialiste qui était la RDA, la République démocratique d'Allemagne, avant la réunification, c'est le film La vie des autres, où l'on voit tout un aéropage d'artistes de différentes disciplines qui entretiennent, un petit peu comme c'est le cas en France d'ailleurs, les meilleures relations du monde avec les autorités politiques qui finalement décident aussi de leur survie économique. Et on voit aussi toutes sortes de chantages, de manigances de tous ordres dans ce film autour de cette petite économie artistique socialiste. Voilà. Je vois un autre problème, moi, c'est que je renverrai à un ouvrage dont le titre exact m'échappe, mes chers amis auditeurs, vous retrouverez ça aisément sur Internet, qui, je crois, s'appelait le commissariat des âmes. C'est-à-dire qu'il faut voir un peu l'intérêt qu'ont porté au système, qu'ont porté à l'art les systèmes totalitaires comme le bloc soviétique, bien sûr, où ils avaient mis en place ce secrétariat aux âmes afin de produire un art conforme au projet politique qui était le leur. D'autre part, les Américains, on parlait tout à l'heure beaucoup de New York, il faut savoir que la CIA a été en première ligne de la fabrication de cet art contemporain qui visait en fait à ruiner l'influence soviétique sur le plan culturel, mais non pas en l'attaquant par la promotion d'un art dit de droite, qui aurait été en fait très ennuyeux, et qui vous aurait pas beaucoup plu, mon cher Xavier, mais qui marche très bien en encourageant les autres formes alternatives du socialisme, qui étaient en particulier l'internationale trotskiste, qui était très présente dans l'art new-yorkais, et qui s'est retrouvée finalement dans toute la contre-culture des années 60 et 70, et qui était véritablement une opération d'influence des milieux politiques par l'encouragement de cette contre-culture et de cet art contemporain. Donc je renvoie les auditeurs qui voudraient creuser cette question à ce livre et à ces contenus, si vous voulez, sur le commissariat aux âmes et sur les différentes opérations du gouvernement américain contre, justement, dans le cadre d'une véritable guerre culturelle. Je sais aussi pour mémoire qu'une émission avait été enregistrée par Radio Courtoisie avec la présence de Christian Arbulot et de Aude de Kéros, où on s'était longuement entretenu de ce sujet du commissariat des âmes. Mais avant, mes amis, de reprendre vos commentaires, nous allons faire une très brève pause musicale. Le moral des ménages qui a encore baissé, la crainte qu'on s'enrôdait sur les marchés boursiers, l'indice européen publié par l'INSEE qui donne des résultats fortement dégradés.
le secteur aérien en chute continuelle, qui entraîne avec lui l'industrie touristique, dans la bourrasque affreuse d'une toute nouvelle épidémie de pneumopathie atypique. Je dis sans moi, je dis sans moi, je dis sans moi, ni moi, je dis sans moi, ni moi, sans moi, Librairie Baravin, anticonsumériste, où l'on trouve des t-shirts vraiment non conformistes, aux slogans drôlatiques, parmi lesquels voisine, dans un joyeux fatras, Bourdieu et Bakounine. Clémentine qui renoue avec l'art encagé, en essaimant de nuit, dans les cages d'escalier, des notes de musique, faites en papier mâché, sur lesquelles, en grosses lettres, on dit « Obéissez ». Je dis sans moi, je dis sans moi, je dis sans moi, ni moi, je dis sans moi, ni moi, sans moi, Jean-René qui renoue avec la photo floue, créateur inclassable qui veut marier Mickey avec le dadaïsme et le culte vaudou, réinventant ainsi la dissidence vraie. La télé qui renoue avec sa vraie mission, qui est de rendre compte de nos obsessions dans des comptes rendus sans concession, afin de renouer avec l'insoumission. Je dis sans moi, je dis sans moi, je dis sans moi, ni moi, je dis sans moi, ni moi, sans moi, Le parc paysager, la promenade plantée, l'atelier jardinage du square de Tanger, où Natacha renoue avec les potagers qu'elle dit être d'abord des lieux où résister. La place Sainte-Marthe, bien réaménagée, devenue lieu de vie, avec des cours fleuris, des sculpteurs débutants qui se réapproprient, veillant à empêcher qu'elle devienne ruinée. Je dis sans moi, je dis sans moi, je dis sans moi, ni moi, je dis sans moi, ni moi, sans moi, Et le squat rénové de la friche musicale, espace d'émergence pour programmes créatifs, énergie collective, actes alternatifs, dans le cadre d'un vrai projet municipal. Je m'en vais de ce pas, voir la documenta qui se tient cette année, tout près de Bassora. Elle remporte, m'a-t-on dit, un énorme succès, et ne va pas prétendre que c'est pas un progrès. Je me garderai bien d'être aussi discourtois. Je dis sans moi, je dis sans moi, ni 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 moi. Sans moi, ni moi, ni moi, ni moi, ni moi, ni moi. Sans moi, ni moi, ni moi, ni moi, ni moi, ni moi. Donc, chers amis auditeurs, après cette pause musicale avec Philippe Muret, Sans moi, nous allons reprendre nos échanges. Hector, vous vouliez aborder un petit peu les désaccords, je crois, qui avaient trait justement à cette question qu'on aborde aujourd'hui. Oui, naturellement, l'effondrement de l'Europe, de la nation européenne, quoi qu'on en dise, successif à la Seconde Guerre mondiale, a eu pour conséquence un protectorat américain en matière politique, en matière militaire, mais aussi en matière culturelle. C'est-à-dire que pour avoir les capitaux, comme le général de Gaulle, il faut aussi recevoir des ordres en matière politique, mais aussi en matière d'esthétique, en matière d'art. Et c'était très concrètement les accords Bloomberg. C'est-à-dire que les accords Bloomberg ont obtenu les capitaux dès lors qu'il y avait un privilège accordé sur l'industrie culturelle, cinématographique américaine. Donc le fait que des jeunes Français regardent volontiers, bon, il y a la nullité du cinéma français, c'est un fait, mais le fait que les cinémas français remplissent de jeunes, nullité qu'on peut discuter, etc. Enfin, peu de créativité par rapport à des productions américaines, mais quoi qu'on en pense, disent quelque chose quand même. Il y a quelque chose d'éminemment philosophique dans l'art américain, et une vision du monde qui est dévoilée, a une cause très précise, qu'est les accords Bloomberg, je crois en 1951, l'idée qu'on obtenait des capitaux dès lors qu'on acceptait le déferlement sur le marché français et l'ensemble du marché européen d'une culture américaine, une culture qui n'est pas forcément la nôtre, en cinéma notamment. C'est une vision du monde qui prêche un messianisme, c'est le retour du Christ, c'est le fait qu'un mec à la fin sauve le monde. Voilà. La thématique est souvent la même dans Hollywood. Et les accords Bloomberg en 1951 qui conditionnaient l'apport de capitaux nécessaires à la survie et à la reconstruction de l'Europe. Alors, pendant la pause musicale, chers amis, on discutait un petit peu à bâton rompu et nous parlions, essayons de savoir les opinions des uns des autres, savoir s'il y avait ou non une crise qui expliquait une crise dans l'homme, dont parlaient les non-conformistes des années 30, plus qu'une crise, un effondrement qui produirait finalement un mouvement peut-être de décadence. Hector, vous avez employé ce terme. Décadence que vous croyez-vous irréversible, définitive dans le sens où le mouvement auquel on assistera, d'après vous, dans l'ordre esthétique,
se poursuivra sans rémission envisageable à vue humaine. À vue humaine, peut-être, peut-être pas. En tout cas, dans l'espace en Occident, en Europe, dès lors que l'art se conçoit en Europe comme une histoire de rupture. On va en parler avec la poésie et les réflexions d'Ottavio Paz notamment. L'idée que l'art est conçu comme transgression, comme remise en cause des normes académiques, comme remise en cause des canons. On assiste forcément à un épuisement de cette remise en cause. Que dès lors qu'on a remis en cause tous les cadres esthétiques, toutes les techniques, il y arrive un moment où le seul académisme avec lequel on pourrait éventuellement rompre, c'est l'académisme de la rupture, justement. C'est-à-dire que oui, on assiste à un épuisement des possibilités de l'art, du moins en Occident. Mais si on assiste à une décadence de l'art, et elle est visible, je veux dire, toute remise en cause, forcément, il arrive un moment où plus grand-chose à remettre en cause, et donc on fait n'importe quoi au niveau de l'art. Cette remise en cause est l'histoire de l'Occident, mais elle n'est pas l'histoire du monde, si vous voulez. Et si on assistera à une renaissance de l'art, je pense que ce sera en Occident. Je pense que c'est en Occident, puisqu'on arrivait, à mon sens, au bout de ce qu'on pouvait faire. Et pour le coup, la décadence de l'art et la réflexion esthétique peut amener à une réflexion anthropologique ou politique sur notre destin à nous, justement. Et pas seulement esthétique. Xavier ? Alors moi, je ne crois pas qu'on traverse spécialement une crise, c'est-à-dire que je crois qu'il y a juste des mouvements qui représentent ce qu'ils ont à représenter. Le pop art a à faire ce qu'il a à faire, les ready-made ont à faire ce qu'ils ont à faire, etc. Donc c'est des mouvements comme des autres. Ensuite, la question de la remise en cause, il y a toujours eu de la remise en cause. Le Caravage, à l'époque, c'était une incroyable... C'était horrible pour les gens. Les gens disaient, mais c'est horrible, regardez la merde qu'on est en train de nous faire parlant du Caravage. Donc aujourd'hui, oui, moi aussi je peux dire, mais regardez-moi ce Alberola à Cathédrale d'Anvers, c'est dégueulasse. Et ça serait à peu près la même chose. Ça serait la réaction à peu près du changement, tout simplement. C'est-à-dire que l'art, c'est pas censé forcément rester toujours une chose égale à elle-même. Égale à elle-même, et c'est-à-dire que ça évolue toujours, et il y a toujours une... C'est le principe d'une recherche, c'est-à-dire que l'art, c'est toujours en recherche intellectuelle, en recherche artistique. Donc il y a toujours des évolutions, et je crois qu'il y aura forcément une évolution, puisque je pense qu'on arrive à la fin de la période dite art contemporain, donc principalement du pop art et principalement des ready-made. Et des installations. Des installations, des volumes, etc. On le voit, ça commence à se voir, puisqu'il y a le néophovisme. Bon, c'est aussi un crachat à une espèce de reste, mais qui commence à apparaître, notamment avec Peter Doig. Et donc, il y a quand même... La recherche commence à se faire, déjà. Écoutez, pour ma part, je crois qu'il y a une discontinuité dans le temps. Il n'y a pas ce mouvement, si vous voulez, continu que vous semblez dessiner, Xavier, avec des mouvements qui se succéderaient les uns aux autres. Je crois pas du tout. Pour ma part, je crois qu'il y a véritablement un événement fondateur qui explique la crise très profonde dans laquelle l'art contemporain, enfin l'art moderne d'abord, puis l'art contemporain se sont engouffrés, qui était dû, à mon avis aussi, là, à une erreur initiale. Je vous parlais tout à l'heure de la conception un peu qui était la mienne sur l'art, c'est-à-dire art comme élucidation du mystère du monde, art comme stylisation de la nature, là encore, pour renvoyer aux travaux de Fondane. L'erreur initiale, c'était la reproduction de la nature. L'art européen, l'art occidental plus largement, c'était assigné pour mission la reproduction de la nature, sa figuration. Et non pas sa stylisation seulement. Il y a bien sûr de la stylisation dans toutes les écoles. On pense là que ce soit le dessin de Raphaël ou de Michel-Ange, la peinture de De Vinci, etc., n'est pas en elle-même réaliste. Elle est figurative, mais elle n'est pas réaliste. C'est-à-dire qu'elle ne rend pas avec exactite les objets, voilà, les proportions ou les objets qu'elle se donne à représenter, puisque justement elle les abstrait, d'une certaine manière elle les sublime. Il y a une forme quand même de hiératisme dans tout cet art. C'est très certain, Xavier ? C'est-à-dire le réalisme total, c'est tout simplement la photo. Et enfin, il y a même beaucoup de personnes qui disent que la photo n'est pas de l'art, notamment de grands théoriciens de l'art. Donc oui, ça sert à rien en fait. C'est pas que ça sert à rien, c'est que ça n'est pas inspirant. La réalité est déjà là. La copier au sens de miroir, ce n'est pas intéressant. Et je crois que je crois que justement l'erreur initiale dans laquelle s'est fourvoyé l'art occidental à partir, disons, de la Renaissance, il y avait encore une fois de la stylisation, mais pas seulement. Il y avait quand même ce projet de la représentation, presque même du perfectionnement de la nature dans sa représentation artistique. Et je crois que cette erreur initiale a conduit à l'impasse
vous le disiez à l'instant Xavier, de la photographie. C'est-à-dire que le moment, on peut dater, me semble-t-il, la naissance de l'art moderne et de l'art contemporain, qui sont finalement que la suite l'un de l'autre. Encore que l'art contemporain soit presque une parenthèse de la presque postmoderne. C'est-à-dire qu'on a eu la modernité avec l'art moderne, et avec l'art contemporain, d'une certaine façon, on est entré en postmodernité. Alors attention, parce que le classicisme, c'est de l'art moderne. Non, quand je parle d'art moderne, je ne parle pas des temps modernes. Je parle d'art moderne, c'est-à-dire l'art, disons, pour donner une date, en poésie, ce serait Mallarmé, en peinture, ce serait le milieu des impressionnistes. Voilà, c'est évidemment, là encore une fois, c'est des périodes. On ne peut pas donner une date, on ne peut pas dire c'est le 15 janvier 1880. Non, voilà. Mais dans ces eaux-là, à la bascule entre Baudelaire et Mallarmé en poésie, à la bascule entre Van Gogh et Matisse, en sculpture, avec l'arrivée évidemment de quelqu'un comme Duchamp, je crois que de là, on peut dater avec une certaine certitude le début de cet art contemporain. Et cet art contemporain est évidemment le fruit de cette crise de la représentation et je dirais même aussi de la structure économique même du monde de l'art, qui était un monde en soi, qui faisait vivre de nombreuses personnes. Je rappelle que dans les temps anciens, un maître avait un atelier, des élèves, il y avait toute une économie autour de tout cela, et que tout ça a plus ou moins disparu d'abord avec l'émergence de l'artiste seul, le peintre un peu seul, avec les impressionnistes. Et puis, même s'ils travaillaient en école ou qu'ils travaillaient ensemble, il y a cette émergence, quand même, ce procès de personnalisation de la figure du peintre contemporain qui émerge à ce moment-là. Et de cette crise de la représentation, en fait, cette crise de la représentation liée à une invention, à une innovation technique, et elle-même, je dirais, la traduction très très translucide, très claire d'une crise plus profonde encore. C'est pas juste la mise en concurrence des peintres qui dessinaient les portraits des grandes familles bourgeoises avec les photographes. Ça ne se résume évidemment pas à cela. Je crois qu'il y a un écho beaucoup plus profond, et je pense que là, Hector, vous en conviendrez avec moi, que cette crise, on va dire, du monde de la peinture en particulier, rentre en écho avec une crise beaucoup plus profonde de l'homme moderne, et qui est une crise dont la guerre 14-18, là aussi, peut dater d'une certaine manière un virage à certains égards irréversible. C'est-à-dire qu'un monde disparaît, un monde qui nous amène des travaux et des jours d'Hésiode jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale. Nous vivons finalement dans un monde commun. Et que ce monde commun, finalement, disparaissant sous les assauts de la société capitaliste industrielle, finalement, l'art qui remplira là encore sa fonction habituelle, l'art reflet de sa société, ne fera finalement que traduire cette très profonde crise sur le plan esthétique. Est-ce que sur ce bref développement, vous auriez des commentaires, Julien ? Oui, je trouve, cher Hector, que vous êtes quand même bien pessimiste dans l'esprit européen. Mais voilà, je pense qu'il y a des ressorts dans notre vieille Europe et dans notre belle France pour sortir de cette décadence de l'art moderne, de l'art contemporain. On peut sortir de cet art vain, de cet art totalement stérile. On peut sortir j'en ai croisé, d'artistes peintres qui ne croient absolument pas dans ce qu'ils font, mais qui barbouillent leur toile parce que ça se vend, parce que ça s'expose et parce que ça se vend. Mais on peut revenir, j'y crois absolument, et je suis sûr que certains de nos contemporains s'y attellent dès aujourd'hui, à un art qui exprime réellement quelque chose. Alors sans entrer dans le détail de savoir si cet art serait figuratif ou abstrait ou peut-être encore autre chose, je ne crois absolument pas en la décadence définitive de l'art européen. Hector. Le fait que qu'un certain public et qu'un certain pouvoir favorise l'art contemporain est tout de même significatif et on peut l'analyser sur un plan historique tout de même. C'est-à-dire que, quoi qu'il en coûte, on peut désapprouver, on peut dire que c'est très mal, c'est très moche, etc. Il n'empêche que vous dites qu'un art peut renaître, mais quelle forme d'art, avec quels critères, et est-ce que ce sera un art forcément européen ? C'est-à-dire, dès lors qu'on est en Europe, dans un espace qui a conçu l'histoire, non pas comme une transmission, mais comme une rupture, comme une suite de ruptures, comme une tradition de la rupture, comme parlait Octavio Paz, est-ce qu'on peut, à proprement parler,
d'un art européen dans la mesure où l'art se conçoit comme nouveauté dès lors qu'il s'agit de redécouvrir des formes anciennes. Je pense qu'il ne s'agira plus d'un art européen. Ce sera anecdotique, ce sera un moment de réaction, certes, mais ce ne sera pas à proprement parler marquant sur un plan esthétique. Et de fait, ça n'a pas grande influence. Je me permets quand même sur la photo de dire que la photo, pas de certitude sur ce point-là, mais la photo peut avoir une esthétique propre, si vous voulez. Une exposition photo dans les 70 dont se moquait beaucoup Roland Barthes montrait en fait la succession dans différentes civilisations de mêmes reproductions de faits et gestes pour insister sur l'universalité de l'homme, justement. Effectivement, l'homme meurt, l'homme vit, l'homme naît, l'homme se nourrit. Et Roland Barthes disait qu'en fait, montrer ça, c'est ne rien montrer, c'est montrer l'évidence. La photo peut avoir un rapport subjectif au sujet. Tout dépend justement, alors peut-être pas un art, en tout cas une esthétique de la photographie, dans la manière dont on l'apprend, qui est effectivement une esthétique moderne. On insiste sur des éléments qui peuvent apparaître très, très triviaux, mais en tout cas peut introduire une certaine ambiguïté qui laisse au sujet qui la contemple une certaine liberté d'appréciation, notamment sur le jeu que peuvent établir certains photographes avec le regard, et notamment la photographie, ce qu'on appelle photographie en noir et blanc. Oui, pour ma part, sans hisser la photographie au niveau de l'art, il est très, très évident qu'il s'agit d'une technique et que même si aujourd'hui les progrès de la technologie permettent de faire de la photographie sans rien y connaître, j'en ai moi-même fait l'expérience quand j'étais un peu journaliste, il est très certain qu'on peut avoir une activité artistique avec la technique photographique, ça ne me choque pas, même si encore une fois, je vous le disais tout à l'heure, il y a des hiérarchies et que la photographie n'atteindra jamais... C'est un art mineur. Voilà, c'est un art mineur, tout à fait. Julien, vous aviez une remarque à faire avant que je donne la parole à Xavier ? Oui, pour répondre à Hector, je ne pense pas qu'il y ait une fatalité sur l'Europe, mais j'ai déjà dit, donc je ne vais pas revenir dessus. Voilà, vous me demandez un peu les critères d'un art nouveau. Alors j'en ai deux qui ne sont absolument pas concrets, mais qui sont un peu le retour du symbole, c'est-à-dire de l'expression d'une vérité par l'art. Et le deuxième critère serait la réhabilitation de la vie intérieure. Pour répondre à cette belle citation de Bernanos, qui disait que le monde moderne est une vaste conspiration contre toute forme de vie intérieure. Et donc justement, je pense que l'art nouveau, profondément européen, sera un art également profondément anti-moderne. Xavier ? Alors oui, donc pour la photo, je suis un grand fan de Cartier-Bresson, donc il n'y a pas grand monde à... Enfin, je considère personnellement que c'est un art, de la même façon que le cinéma est un art. Pareil, je suis un grand fan de Cocteau, etc. Donc je considère aussi que c'est... Après, je considère qu'il n'y a pas de classement dans l'art, mais ça c'est un autre débat qui est là à cause du romantisme. Mais sinon, je pense pas qu'on ait besoin de revenir à quelque chose. C'est là où néanmoins le mot est important. Enfin, d'ailleurs, monsieur parlait de Roland Barthes et on sait à quel point les mots sont importants du coup. Je pense qu'il y a juste besoin d'aller vers l'avant et que un retour au symbolisme, moi j'en suis... Enfin, le retour, non. Un aller vers un symbolisme, ça j'en suis partisan. Un retour, je suis contre. Oui, on se rejoint totalement, mais nous pouvons à nouveau aller vers le symbole comme nos anciens sont allés vers le symbole. Oui, il ne s'agit jamais de remettre le dentifrice dans le tube, c'est très difficile, c'est possible. Hein. Contrairement à ce que pense un vin pub, c'est possible, mais c'est très dur. Donc il ne s'agit jamais, bien sûr, de faire un retour en arrière, mais plutôt de rebrousser chemin. Il ne s'agit pas d'un retour en arrière, mais de rebrousser chemin parfois lorsqu'on a pris une mauvaise route. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, là-dessus au moins nous rejoindrons-nous, c'est que peut-être ce qu'on peut s'assigner comme feuille de route, c'est participer dans la mesure de nos moyens à cette autre mission historique de notre génération qui consistera sans doute à renouveler les formes esthétiques. François ? On s'interrogeait tout à l'heure sur la définition de l'art. Est-il en crise ? Je crois qu'on touche vraiment ici la définition de la crise. La crise, c'est la fin d'un monde sans savoir ce qu'il va naître demain. Alors si on écoute Xavier, qui nous explique que finalement l'art n'est qu'une succession de mouvements, est-ce que finalement l'art n'est-il pas le propre, ou plutôt la crise n'est-elle pas le propre de l'art, pardon ? Alors ça c'est très intéressant, oui, parce que c'est vrai qu'à des périodes phares, il y a eu par exemple une période de crise, une période de changement, etc. On l'a tout simplement vu dans l'art, mais ça j'ai déjà dit, l'art fait miroir de son époque et on le voit ne serait-ce que sur des petits plans, on peut très bien le voir, par exemple, il y a des artistes qui se sentent énormément enfermés actuellement
Et je penserais par exemple à des artistes en Chine, etc., qui font des travaux, par exemple, sur le fil barbelé. Donc c'est très représentatif toujours, et il y a un travail de l'inconscient là-dessus, on représente notre époque sans peut-être vraiment avoir les dimensions philosophiques de la comprendre, mais inconsciemment on représente l'époque dans laquelle on est. Alors, le temps, chers amis, avance. Avant que Hector ne nous gratifie d'une brève chronique sur Octavio Paz, qui répond tout à fait à notre débat d'aujourd'hui, je crois qu'on pourrait faire quand même un petit détour à nouveau sur les relations entre art et politique, en particulier sur la séquence qui a été la Manif pour tous. Je rappelle qu'avant la Manif pour tous, il y a eu tout un tour de chauffe qui a mis en cause certains milieux, on va dire, réactionnaires, en particulier autour de Civitas, mais pas seulement, sur la question de l'art contemporain, sur la contestation de l'art contemporain et de la place qu'il prenait, en particulier, je dirais, de l'appui institutionnel dont il jouissait. Je pense évidemment ici à des œuvres comme Peace Christ, et également la pièce de Castellucci, du visage de Dieu, et Golgotha Picnic, et enfin le plug anal qui est venu clore d'une certaine manière, avec un petit peu de retard, tout le cycle de résistance à la loi Taubira sur la place sur la place Vendôme devant le ministère de la Justice, où on a assisté à la naissance des veilleurs debout qui sont ensuite devenus des sentinelles et qui veillaient en silence, pour reprendre les mots de Julien citant Bernanos tout à l'heure. Il y avait une résistance très bernanosienne à cette loi de changement civilisationnel. Et dans cette séquence qui nous amène du Peace Christ, donc exposé à Avignon avec les grandes manifestations, et précédemment à ça encore, l'exposition de Kunz, justement, qui avait donné lieu à un grand mouvement de résistance, partagé en deux courants. Un courant réactionnaire qui faisait une critique vulgaire de l'art contemporain, un courant un peu plus élaboré, qui était à mon avis beaucoup mieux positionné par rapport à cette résistance qu'il voulait mener pour la préservation du château de Versailles des pollutions de l'art contemporain en la personne de Jeff Koons avec son homard, autour de Aimer Versailles. Ce mouvement de résistance à la présence de James Koons à Versailles avait donné lieu d'un côté à des prières publiques un petit peu dérisoires, même s'il faut toujours prier dans le combat, c'est toujours bien nécessaire, mais enfin, comme arme de combat, c'était pas la plus indiquée. Et ce deuxième mouvement plus intelligent, groupé autour de personnalités comme Arnaud Lupinski, avait mené une fronde savante contre l'art contemporain, attaquant un petit peu sur tous les dossiers, la financiarisation, les relations avec l'ancien ministre de la Culture, Ayagon, qui était devenu responsable du château de Versailles, qui lui aussi est très maqué avec tous ses réseaux de collectionneurs, de galeristes, etc. Et cette bataille, finalement, a été la bataille inaugurale qui va nous amener avec les épisodes donc, du Peace Christ, puis du théâtre avec Castellucci, puis Golgotha Picnic, à la manifestation pour tous. Ce cycle se clôturera, encore une fois, avec le plug anal qui venait évidemment être une sorte de pied de nez à ces sentinelles, puisque ce plug était évidemment un signal de soutien silencieux mais éloquent à la loi Taubira. Eh bien, et le tout dernier épisode de ce cycle, ça aura été la fondation, l'inauguration de la fondation LVMH aux abords de Paris, dans le bois de Boulogne, qui d'une certaine façon a constitué une sorte de bunker dans lequel le gouvernement Hollande s'est replié afin de se prémunir de toute attaque, disant en gros, si vous nous attaquez, comme ça a été le cas pour le plug anal, puisque je rappelle qu'il avait été l'objet d'une dégradation, il a été percé, il s'était donc effondré sur lui-même sur cette place Vendôme, et la logique était de dire, toute critique de l'art contemporain est fasciste. L'art contemporain aujourd'hui, c'est le plug anal, c'est les nains armés de plug anal aussi de cet artiste qui a d'ailleurs eu les honneurs du palais de l'Hôtel de la Monnaie, McCarthy. Et d'une certaine façon, nous attaquer, c'est attaquer le bien. Voilà. Et donc tout ça dans le bunker de LVMH. Et je voudrais rappeler que la décision de la Cour suprême américaine au moment du grand Kulturkampf, de cette grande bataille culturelle qui a été l'affaire du Peace Christ aux États-Unis, s'est soldée par une décision de la Cour suprême américaine qui disait « Vous avez le droit de faire ce que vous voulez en matière d'art, mais sans nos subventions. » Les Américains ont le droit de ne pas subventionner d'art subversif et de l'art qui offense des croyants. Il me semble que c'était une bonne politique. Et à ce moment-là, je rappelle que nous, avec mes camarades, nous avions demandé l'arrêt des subventions de tout
cette scène de l'art et du théâtre contemporain, à la différence de gens comme l'abbé Grosjean, merci, qui avait écrit un article en défense du théâtre de Castellucci, qui, sous-entendait-il, était de l'art profondément chrétien, étant le fait d'un Italien. Et les Italiens, c'est vrai, même lorsqu'ils ne sont pas pratiquants, sont porteurs souvent des codes culturels catholiques. Et c'est le cas aussi de Castellucci. Je crois que les militants de Civitas se sont trompés de clients. Ils ont attaqué Castellucci, alors qu'au même moment, une pièce très populaire, une sorte comment on appelle ça, de comédie musicale avait lieu, je crois, Porte-Maillot, où des milliers de Français se rendaient tous les soirs, alors que Castellucci touchait peut-être quelques dizaines de gens, et qui était une véritable pièce néo-luciférienne, sans que cela soulève l'indignation de personne. Je suis sûr que là aussi, il y avait des subventions, et spécialement, je dirais, la cécité de Civitas n'a pas fait défaut, puisqu'ils étaient absents de ce combat qui touchait les masses, ils se sont arrêtés sur le détail de ce Castellucci. Or, le problème de Castellucci, ce n'était pas seulement que c'était vulgaire. Eux, croyaient-ils, c'était une pièce blasphématoire. Seulement, le problème de Castellucci, c'est pas de discerner si oui ou non c'est blasphématoire. Le problème de Castellucci, c'est que c'était de l'art contemporain. Et c'est là que l'abbé Grosjean s'est trompé, à mon avis, aussi dans sa défense. C'est que le problème de Castellucci, c'est pas de discerner si c'était une pièce catholique ou une pièce blasphématoire, mais encore une fois que c'était une pièce mauvaise sur les plans esthétiques, parce que c'était une pièce qui répondait à tous les canons de l'art contemporain. Voilà, je voulais juste rappeler ces quelques faits pour bien signaler à nos auditeurs que l'art contemporain est devenu très largement une sorte de ligne de front entre une partie de l'oligarchie qui en fait, comme je le disais tout à l'heure, son bunker, et les militants de la révolution conservatrice. Voilà, je le signale à toutes fins utiles parce que sans doute cette guerre reprendra sur d'autres théâtres. Alors oui, je voudrais juste rajouter, donc par rapport à la pièce de théâtre, donc je ne pourrais pas dire si elle est merdique ou pas parce que je ne suis pas allé la voir. Le problème, c'est pas si elle est chrétienne ou pas, c'est qu'il y a des gens qui se sont sentis insultés dans leurs principes, et ça arrive, mais dans leurs principes, il y a des gens qui se sont sentis insultés dans leurs principes chrétiens, et c'est le même problème qu'avec le Pisse Christ et qu'avec, par exemple, le plug anal. Mais moi, ces trucs-là, ça m'a fait assez marrer, parce que ça me rappelle, par exemple, des tableaux de la Renaissance, comme comme les représentations de Saint-Sébastien à la Renaissance. On représente Saint-Sébastien, en gros, c'est l'idole de l'homosexualité de l'époque, donc ça a d'ailleurs été très bien expliqué par Mishima. Et c'est-à-dire que c'est dans la même logique, c'est l'intellectuel homosexuel qui va faire exprès d'offenser ce qu'il considère comme étant au-dessus de lui, et ce qu'il considère comme devant rendre des comptes. Donc oui, il y a certaines choses qui ont changé, mais pas pour la pièce de théâtre qui était vraiment minime, donc là je pense pas qu'il y avait... Enfin, je pense pas déjà qu'on doive détruire une œuvre d'art parce que ça revient à brûler des livres, et on sait que nos amis soviétiques étaient très très doués pour ça, et que je ne les aime pas spécialement pour ça. Là où le problème est déjà beaucoup plus intéressant, c'est dans le plug anal. Oui, c'était insultant, mais c'est-à-dire si on n'aime pas une œuvre et si on considère qu'elle nous insulte, on peut la retourner plus intelligemment. C'est-à-dire que la violence par rapport à un artiste qui utilise une violence artistique n'est pas bonne. Enfin, je fais pas la morale en disant « oh, c'est pas bien ». C'est-à-dire que c'est pas intelligent, et surtout quand on sait que ceux qui font ça sont principalement des libéraux conservateurs. Enfin, je veux dire, t'es libéral conservateur et t'aimes pas Jeff Koons, à un moment, sois logique avec toi-même. Si t'es libéral conservateur, t'es obligé de soutenir Jeff Koons. Parce que c'est le pape du libéralisme dans l'art. Donc, Oui, j'entends bien. Moi, je crois que j'irai plus loin que vous. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout choqué que le Pisse Christ ait été dégradé par des militants nationalistes, ni non plus qu'un père de famille ait percé le plug anal, parce que, comme on est dans la performance, j'ai envie de dire, à performance et demie. De la même manière qu'un disciple de Duchamp a fracassé une des fontaines, se revendiquant de l'héritage de Duchamp, je pense que c'est lui, de tous les critiques d'art contemporain, c'est lui qui a bien compris Duchamp. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans l'académisme, et il n'est pas pontifiant. Lorsque j'étais à l'école du Louvre, je me souviens en cours organique d'art contemporain, on nous faisait, on nous chantait les louanges de Koons comme si ça avait été Michel-Ange, mais c'était d'un académisme, et c'était pontifiant au possible. C'est un contresens, à mon avis, de ce que faisait et voulait dire Duchamp. Voilà, je ne veux pas trop m'étendre sur cet épisode. Je voulais juste le signaler à l'occasion de cette intéressante émission sur l'art contemporain
parce que là aussi, je vous demande de surveiller un petit peu les travaux de Monsieur Upinski sur la question, parce que c'est certain, il nous trouvera sans doute des biais sans doute intelligents, dont vous parliez à l'instant, Xavier, pour combattre sur ce terrain ceux qui essayent de se réfugier bien fallacieusement derrière l'inviolabilité de l'art pour nous faire passer leur voix scélérate. Alors on va passer à la chronique, chers amis auditeurs, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Fréquence Orage d'Acier. Messieurs, je vous remercie. À vous la technique. Alors, le sujet du jour porte effectivement sur le destin, le futur de l'art. Et s'il existe bien un destin de l'art, c'est-à-dire qu'il existe une histoire de l'art. Non pas au sens où on l'entend en France, c'est-à-dire une histoire comme une transmission, comme une fixité, plutôt au sens où les philosophes en Allemagne l'entendaient, c'est-à-dire une historialité. Il existe une histoire parce qu'il existe des ruptures, parce qu'il existe un changement. Une histoire, c'est une possibilité évolutive de l'art. Et de fait, en Europe, singulièrement, l'esthétique a lancé une histoire, la nôtre, sous le signe de la discontinuité. Moins d'ailleurs que sous le signe de la transmission, même si, comme nous le verrons, la discontinuité ne peut se passer de transmission. Donc l'art a une histoire, et donc on peut même dire une historicité, parce qu'il se conçoit en fait comme une histoire faite de rupture, de transgression, de remise en cause des cadres et des canons établis par l'académisme. Et aussi, au-delà d'un plan formel, par un renouvellement des sujets abordés. C'est le cas en poésie, naturellement, ce dont on va parler, c'est le cas dans l'art figuratif, la peinture, et même les autres arts littéraires, comme le roman. Il suffit pour s'en convaincre d'observer l'évolution de la parole poétique dans l'histoire. De Homère à Ronsard, au romantique, puis à Baudelaire, on observe des discontinuités et des ruptures fondamentales à tout niveau. Quand Ronsard exaltait les muses, une parole qui serait une parole de dévoilement de vérité éternelle et sacrée, également une contemplation de la nature en ce cas de parfait, de cosmique, les romantiques revendiquaient une remise en cause des canons esthétiques et une affirmation du sujet conduisant à une exaltation des émotions, de la sensibilité et du regard que portait le romantique sur le monde, en établissant par là même d'autres canons que les poésies et les formes qui ont succédé au romantisme se sont empêchés de déconstruire pour créer autre chose. C'est le cas de Baudelaire, qui lui remet en cause justement la comédie de l'émotion que propose le romantisme, pour proposer une voix qui serait une voix décadente, une voix qui effectivement se veut étrangère au monde dans lequel il est, se veut mélancolique, se veut aussi détaché des sujets habituellement exaltés par les romantiques, tels que la beauté naturelle ou l'ordre cosmique. Baudelaire, qui naturellement reprend des cadres antérieurs romantiques pour en déconstruire certains, mais ces mêmes cadres que revendique Baudelaire seront à leur tour déconstruits et transgressés par les mouvements ultérieurs tels que le symbolisme, le surréalisme, qui établit une sorte de confusion dans les structures spatio-temporelles justement de la parole poétique. Et donc on voit que l'art se construit non pas dans un schéma linéaire, mais dans un schéma fondamentalement discontinu en perpétuelle mutation. L'art est une révolution perpétuelle, une critique des éléments antérieurs, et donc il s'inscrit dans une histoire qui est une remise en cause continue et répétée et presque redondante. Et donc on le voit, il y a une ambiguïté dans la fondation de l'art d'une manière générale, et en particulier de l'art poétique. Vous savez que la poésie est fondamentalement liée à une technique, ne serait-ce qu'étymologiquement. Il y a une poésie parce qu'il y a des canons. Et donc ce qu'on voit, c'est que dans l'évolution et l'histoire des formes artistiques, la contrainte et les règles formelles sont importantes, ne serait-ce que pour leur propre transgression et pour leur propre évolution. C'est là qu'on arrive à l'ambiguïté justement de toute l'histoire de la poésie en Europe. Ce que Octavio Paz appelle une tradition de la rupture. Les deux termes peuvent apparaître contradictoires, voire antithétiques, ce qui fait que l'histoire de la poésie et de la littérature sont fondamentalement ambiguës et marquées sur le signe d'un paradoxe et d'une contradiction, puisque la seule vraie tradition que l'on peut revendiquer, c'est justement son absence, c'est sa privation, c'est l'absence de transmission qui serait une transmission fixe, qui serait une transmission invariable, une transmission faite de règles intangibles. La tradition existe par son absence et par sa négation, c'est une tradition de la rupture. Il y a une essentialisation de la non-fixité dans les règles poétiques.
Une histoire, donc c'est une histoire de la poésie et de l'art, mais que l'on peut également élargir, puisque notre réflexion est non seulement esthétique, artistique, mais aussi anthropologique, politique, idéologique. Donc c'est une histoire de l'esthétique qui est celle de toute la civilisation occidentale. On arrive avec la Grèce antique avec certes une affirmation du pouvoir du sujet, mais une affirmation du pouvoir du sujet dans la possibilité de dévoiler la représentation d'un monde éternel avec un ordre qui serait un ordre garanti par des lois cosmiques qui définiraient une sacralité dans les formes et les représentations du monde, justement. Et ce qui va faire la différence, et ce qui va permettre à une civilisation de la singulariser par rapport à d'autres, c'est l'éruption du monothéisme, justement. L'éruption du monothéisme, c'est-à-dire qu'on a un commencement et une fin dans l'histoire. Il y a une temporalité qui est différente de celle d'autres civilisations. Le monde n'est pas éternel, il est créé. Il n'est pas éternel aussi parce qu'il a une fin. Il a un début et une fin. Et il est fait de ruptures. Cette rupture, c'est la révélation. Dès lors qu'il y a le Christ, on passe d'une histoire à une autre. C'est une rupture fondamentale. Et donc, nous avons non seulement une histoire, mais également une historicité, ce qui nous singularise par rapport à d'autres civilisations qui ne connaissent pas de possibilité d'avoir une temporalité. Je pense par rapport à la civilisation chinoise, qui est faite sur la transmission, sur la répétition. La civilisation islamique, vous prenez les canons de l'islam, enfin les cadres de l'islam, il n'y a pas de temporalité possible, puisque la révélation se suffit elle-même, et que l'entendement de l'homme est défini dans la révélation comme nécessairement limité, ou l'Afrique, qui, enfin, pour des raisons sur lesquelles on n'insistera pas, est nécessairement, Hegel le disait, c'est un continent qui est hors de l'histoire, qui ne connaît pas d'historicité. Et donc, cette possibilité d'avoir une historicité singularise une histoire et lance la nôtre. On pourrait refaire effectivement toute l'histoire des transgressions en Europe, transgressions politiques, transgressions idéologiques, transgressions esthétiques dans nos modes d'orientation, qui sont celles de la Renaissance, qui sont celles de l'humanité, qui sont celles des Lumières. Mais ce qu'il y a d'encore de beaucoup plus, puisqu'en fait le christianisme, en permettant d'avoir une temporalité et une histoire de rupture, porte en lui-même sa propre critique, porte en lui-même sa propre remise en cause, ce qui permet justement, non seulement sur un plan politique, philosophique, mais aussi esthétique, toute une série de remises en cause. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque cette remise en cause, avec la modernité, se trouve absolutisée par notamment l'injonction formulée par Rimbaud, qui, il faut être moderne, et ajoute-t-il, absolument moderne. On voit que la modernité, qui se conçoit comme une transgression ou comme une remise en cause de cadre, est conçue comme un absolu. Il y a une ambiguïté, une tension entre l'absolu et sa privation et sa remise en cause. Une ambiguïté qui est naturellement difficile à assumer puisque la transgression a besoin de canon, a besoin d'une certaine orthodoxie, a besoin d'une certaine contrainte pour pouvoir s'exercer. Il ne peut y avoir de transgression, il ne peut y avoir de remise en cause que dans un cadre établi. Et ce cadre établi a été bien malmené naturellement. Nous avons parlé des romantiques, nous avons parlé de la poésie baudelairienne, de la poésie moderne, des formes qui la précèdent. Et on s'aperçoit que, en fait, ces formes-là ne sont pas indépendantes les unes des autres. Si elles se conçoivent dans un schéma d'évolution, dans un schéma qui n'est pas répétitif, qui n'est pas linéaire, qui n'est pas continu, un schéma qui est au contraire totalement discontinu, il y a néanmoins des correspondances fondamentales entre les différentes formes esthétiques. On retrouve des thèmes chez Baudelaire comme chez les romantiques, celui du sujet lyrique, le poète maudit, ce qui a été beaucoup développé notamment par Paul Verlaine, le lyrisme personnel, ce poète qui regarde le monde avec tristesse, mélancolie et aussi hostilité. On retrouve cette correspondance entre Baudelaire et les formes qui les suivent, c'est-à-dire notamment Apollinaire, toutes les avant-gardes. C'est-à-dire l'idée du poète voyageur. Donc, pour le coup, on assiste à une remise en cause des cadres spatiaux, avec un poète qui n'est plus la fixité des romantiques, où le poète regarde le monde, le contemple et le décrit. Là, on est dans le cadre d'un homme mouvant, ce qu'on retrouve dans les formes précédentes et dans celles qui ont été remises en cause, notamment par Apollinaire. La passante, ou alors chez Apollinaire, on voit un poète qui est sans cesse en mouvement dans la ville. Également des thèmes qui se correspondent chez Baudelaire comme chez Apollinaire, c'est-à-dire de la ville. Quand Apollinaire dit nuit dans Paris, ivre de gin, flambant dans l'électricité, des corps blancs, des machines, il fait écho au poète baudelairien qui contemple la ville comme une illumination de différents aspects de la société urbaine. Et donc, dans le cadre de cette rupture, il y a un appel, une intertextualité qui fait appel aux formes antérieures, justement. Alors, la rupture, comme on l'a vu, elle existe, mais elle n'est pas nécessairement absolue. Enfin, elle est conçue comme absolue, mais elle se place sous le signe d'ambiguïté, puisqu'on observe quand même des correspondances tout à fait intéressantes entre les auteurs et les formes lesquelles ils prétendent rompre.
On voit chez Baudelaire des figures éminemment romantiques, comme celle du poète maudit, de l'itinérant, qu'on peut comparer avec les figures du romantique. Il y a beaucoup de formes élégiaques chez Baudelaire. Et comme entre Baudelaire et Apollinaire, donc Apollinaire qui prétend transgresser ou rompre avec une forme précédente, on voit un souci commun pour la ville. Apollinaire expliquait Nuit dans Paris, ivre de gin. Il s'intéressait au métro, à l'électricité, à toute la ville, à l'image de Baudelaire qui s'émerveillait devant une prostitution qui s'illuminait dans la ville, qu'il peignait comme le poète moderne qu'il était, et qui illustre donc la correspondance entre les canons, entre les formes avec lesquelles on prétend rompre. Ce qui donc indique qu'il n'y a pas de rupture sans transmission. Il n'y a pas de rupture. Pour que l'objet transgressé existe et puisse être transgressé, il faut quand même que les formes soient présentes et assimilées. Et c'est là toute l'ambiguïté de la modernité, justement, qui illustre notamment la confusion qu'on peut faire entre le lyrisme de gens comme Du Bellay ou comme Ronsard, qui prennent non pas pour figure le jeu, mais pour figure des dieux, des muses ou des choses qui prétendent à l'intemporalité, quand le romantique affirme justement dans son lyrisme et dans son malheur élégiaque une dimension éminemment personnelle. Mais les formes peuvent correspondre et donc indiquer des confusions entre différents types de poésie, même si elles se regardent et elles prétendent, l'une prétend dépasser l'autre. Et donc il y a, dans l'histoire même de la philosophie et dans l'histoire même de la poésie moderne, une ambiguïté. De même, lorsque Baudelaire s'inscrit clairement dans une histoire qui est celle de la ville, une histoire qui est celle de l'humanité, il revendique en même temps la figure anhistorique de poète qui dévoile les vérités éternelles du monde, des vérités qui seraient des vérités transcendantes à l'égal de poètes romantiques ou de poètes comme de la Pléiade. Et donc dans le rapport à l'histoire, dans le rapport au temps, il y a fondamentalement quelque chose de problématique, disons. De problématique puisque notre rupture se conçoit comme une transgression, mais une transgression qui n'est jamais parfaite, et qui sollicite des formes antérieures, et qui sollicite un académisme, et qui sollicite une orthodoxie, ne serait-ce que pour pouvoir la dépasser. Or, on le voit avec les avant-gardes, et notamment les avant-gardes poétiques, il y a une remise en cause des cadres, certes du cadre du sujet, c'est-à-dire qui parle dans le poème. Est-ce que c'est le jeu, est-ce que c'est l'inspiration, etc. Donc c'est toute la problématique de la poésie moderne par rapport à la poésie romantique et notamment par la poésie, mais aussi une remise en cause de ce dont on parle. Est-ce qu'on parle de quel cadre, de quel lieu, de quel temps? Et là-dessus, toutes les avant-gardes, qu'elles soient surréalistes, qu'elles soient symbolistes, qu'elles soient dans la filiation de Mallarmé ou d'Apollinaire, remettent en cause fondamentalement la perception qu'a le sujet de l'espace, parce que justement l'espace est conçu comme totalement diffus. Et même si on observe des correspondances entre les différents cadres spatiaux, il y a une remise en cause fondamentale de choses sans quoi on ne peut pas écrire de poésie. Et donc, à force de rupture, à force de remise en cause, on peut craindre un épuisement justement des formes poétiques. Un épuisement des cadres avec lesquels on veut rompre, puisque les cadres et les canons sont indispensables à leur propre remise en cause. Et dès lors qu'il n'y a plus de remise en cause, on s'aperçoit que le seul académisme, le seul cadre et la seule contrainte avec laquelle il faut rompre, c'est celui-même de la rupture. Et c'est toute la problématique de la modernité et même de ce qui lui succède, c'est-à-dire de la post-modernité. On s'aperçoit que la rupture s'institue comme tradition, comme académisme. C'est toute la critique qu'on peut faire de l'art contemporain et de l'autorité avec laquelle l'art contemporain s'ingénue comme étant le seul art possible. C'est-à-dire la rupture, la transgression est le seul art possible de la modernité et la seule esthétique possible. Le nouveau roman, les avant-gardes romanesques remettent en cause le cadre spatial, le personnage, l'intrigue, la linéarité du récit. Jusqu'au jour où, à force de remise en cause, vous avez remis en cause tous ces cadres traditionnels du roman, qu'est-ce qu'il y a justement à remettre en cause et qu'est-ce qu'il y a à inventer? À partir de là, dès lors qu'on conçoit l'art comme transgression. On comprend donc la difficulté qu'il peut y avoir à être moderne, notamment en littérature. D'où toute l'ambiguïté qui se superpose à l'ambiguïté précédente dont on a parlé, c'est-à-dire le fait qu'on soit à la fois dans la tradition de la rupture, l'ambiguïté qu'on est à la fois dans la modernité et dans l'anti-modernité. Difficulté qu'il y a à être moderne, du fait de l'épuisement des possibilités de modernité, fait que la plupart des écrivains modernes, notamment chez Baudelaire, ce que vous rentrez de compagnons, sont en fait fondamentalement anti-modernes. Baudelaire, Chateaubriand, s'ils innovent sur le plan des formes, vomissent leur époque, vomissent les modernités, sont dans la revendication intemporelle de la recherche de la vérité, dans le cadre de leur époque. Il y a une forme de revendication anti-moderne dans le cadre de leur propre modernité. Et donc cette difficulté des modernes à
à être moderne, ce qui débouche donc sur un malaise, ce qu'avait analysé notamment Pierre Barberis à travers cette typologie des désespérés, montre justement l'épuisement et peut-être la fin de la modernité. La fin de la modernité qui annonce pour Octavio Paz autre chose. Quelque chose qui ne serait pas non plus la transgression des formes, mais qui serait justement dans un rapport à l'histoire qui ne serait pas linéaire mais cyclique, pour le coup une autre forme de cycle qui s'annoncerait à travers la redécouverte de canons académiques, la redécouverte de canons académiques qui serait possible de transgresser, une nouvelle histoire qui serait possible justement. Et ce qui interroge le regard qu'on porte sur l'histoire, une discussion qui a été menée dans cette émission, entre une vision de l'histoire qui serait effectivement cyclique, qui permettrait un renouvellement de l'art, un renouvellement de l'esthétique, avec d'autres thèmes, d'autres formes, d'autres académismes, et donc d'autres transgressions, une autre aventure, et peut-être, ce qu'avait notamment envisagé Philippe Muret, un épuisement définitif des formes de l'art, dès lors que leurs possibilités ont été épuisées par sa propre aventure. Et donc, naturellement, c'est à l'auditeur de juger s'il y a encore possibilité de composer des poésies, ou de transfigurer notre réalité, d'être encore dans la modernité, dans l'art en Occident, ou si au contraire cette mort de l'art n'annonce pas l'avènement d'autre chose.